Salut et bienvenue dans Môme, le podcast qui parle du non-désir ou du désir d'enfant. C'est parti. Elle devient quoi alors? Elle est quoi alors à ce moment-là dans le... Elle est une machine à faire des enfants? Eh bien, j'aurais jamais pensé en avoir tant, mais enfin, si vous voulez. Les a maintenant, hein. Le schéma le plus courant, c'est papa, maman et 2 enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? On met des enfants au monde puis on les élève pas, alors je trouve que c'est pas bien. Et quand vous aurez des enfants, vous cesserez de travailler? Ça, je sais pas. Pourquoi vous poussez un soupir? Je m'appelle Laura et une fois par mois, j'irai à la rencontre d'un être humain pour lui poser la question « Et toi, t'en veux des mômes ?» Dans ce 9e et avant-dernier épisode de la saison 1, c'est une meuf extrêmement courageuse qui vous livre son histoire. Cette femme, c'est Aline, et on va parler de transidentité et de désir d'enfant. L'histoire de cet épisode commence pour moi il y a environ 1 an, quand une amie vient me voir pour me dire qu'elle a compris qu'elle était une femme, que désormais son pronom sera elle et son prénom Louise. Cet épisode, je le fais un peu pour elle, mais aussi pour toutes les personnes transgenres et cisgenres qui se posent des questions sur le sujet de la parentalité ou non. La ligne directrice du podcast n'a pas changé et ne changera pas. Il ne se construit pas par opposition, mais par union, à travers le partage de diverses histoires. Bonne écoute! Tout va bien. Des exercices. Des exercices beaucoup à faire. Ah aussi, moi j'en ai. Mais les exercices que j'ai pour l'orthophonie, c'est des modulations de voix en fait. Ce genre de choses. Ok. Pour après pouvoir la moduler. Ouais. Une fois que tu as réussi à bien moduler, tu as des exercices de diction pour articuler. Ça tombe déjà, merde. Oui. Du coup, moi, c'est Aline, j'ai 27 ans, depuis très récemment. Je suis une femme trans et je suis ingénieur du son de formation. J'adore le cinéma, je suis passionné de cinéma. Voilà, je lis beaucoup de BD, j'adore le jeu vidéo. J'ai des loisirs plutôt axés sur ces choses-là. Donc j'ai 2 grandes sœurs. J'ai une sœur qui a 3 ans de plus que moi et l'autre qui en a 8 et demi, presque 9. Mon rapport à mes sœurs, il a un peu évolué avec le temps. Il y a une de mes sœurs, la plus âgée, où on s'entend pas du tout, depuis des années maintenant, sans que je sache trop d'où ça vienne. C'était à l'époque où j'étais ado, et j'étais vraiment chiante, mais peut-être pas au point de motiver une détestation aussi intense. Et mon autre sœur, on était comme cul et chemise pendant très très longtemps, et en fait, depuis mon coming out il y a 3 ans, ça passe beaucoup moins bien. C'est en train de s'améliorer, mais c'est plus ce que c'était. Et mes parents, je me suis toujours très bien entendu avec ma mère. Surtout, quand j'ai passé la vingtaine, on a commencé à devenir vraiment très proches. Ma mère, c'est mon héroïne dans la vie. C'est un exemple pour moi. Elle est merveilleuse. Je l'adore. Et pareil, le coming out, ça a un peu tout bouleversé. Et je sens qu'elle fait beaucoup d'efforts, même si c'est dur pour elle. Et mon père, on a un rapport assez distant parce que il travaillait beaucoup en fait. Et quand j'étais assez jeune, il est parti travailler à Lyon, nous on habitait en Alsace. Il est parti travailler à Lyon et du coup on le voyait juste le week-end, il rentrait tous les week-ends. Donc au final, j'ai passé peu de temps avec lui, il a pris sa retraite là il y a quelques mois. Donc on a un rapport beaucoup plus distant. Et pour le coup, il fait partie des gens de la famille qui ont très mal pris mon coming out. J'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance. Là, j'ai tous les traumatismes qui viennent, à vrai dire. J'ai été dans un incendie quand j'étais à la maternelle. J'ai été traumatisé par des films quand j'étais gosse. Donc voilà, il y a ces choses-là dans mon enfance. Maintenant, il y a aussi des choses positives, j'imagine. Ouais, on jouait beaucoup avec ma sœur, on s'amusait beaucoup, on faisait plein de trucs ensemble. On jouait au Lego ensemble, on jouait au Playmobil ensemble. Quand on était vraiment jeunes, on prenait le bain ensemble et on jouait au bus magique dans le bain. Ouais, c'était marrant. Et en gros, quand j'étais gosse, mon surnom c'était le singe, parce que j'escaladais tout. Donc voilà, je me suis fait plein de blessures quand j'étais gosse, j'ai des cicatrices partout. Donc ouais, j'étais un peu turbulente quand j'étais gosse. J'étais du genre à faire plein de bêtises et je pense que c'est con, hein, mais toutes ces aventures, ça a vraiment été formateur dans ma façon de percevoir les choses et de me dire, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et
Moi, c'est en me faisant mal que j'ai appris à éviter de me faire mal. C'est en disant des bêtises que j'ai appris à faire attention à ce que je dis. Et voilà, et je pense que c'est important en fait d'essayer. Je lâche une leçon de morale comme ça. C'est gratuit. C'est complètement gratuit. Peut-être les gens vont me trouver très prétentieuse à dire ça. Mais non, je sais pas, je suis contente d'avoir fait plein de bêtises parce que ça m'a appris à faire attention, en fait. C'est surtout ça. Maintenant, ma jeunesse, c'était une jeunesse assez banale. Hein. J'en ai pris un peu plein la gueule quand j'étais au collège, mais on est beaucoup à être dans ce cas-là. Parce qu'au collège, j'ai découvert que j'étais bisexuel. Au collège, j'ai commencé à remettre en question mon genre. Et ma bisexualité, j'ai eu la mauvaise idée d'en parler, en fait, autour de moi. Et j'ai été ostracisé pendant 3 ans. J'avais plus de prénom, j'étais le bisexuel. J'avais plus le droit de me changer dans les vestiaires avec les autres garçons parce que ils avaient peur que je les mate ou je sais quoi. Et du coup, j'étais enfermé dehors jusqu'à ce que tout le monde ait fini. J'avais plus le droit de m'approcher d'eux ou même entrer en contact physique avec eux. Enfin, c'était vraiment terrible. Et ça s'est calmé quand je suis arrivé au lycée. En fait, j'ai changé d'établissement et je suis allé dans un lycée public parce que j'étais dans un collège privé. Et au lycée, j'ai rencontré des gens qui étaient un peu plus ouverts d'esprit, un peu plus acceptants des personnes différentes. Et j'ai pu plus assumer, en fait, ces choses-là. Maintenant, ouais, j'ai un peu l'impression que ma vie, elle a commencé en arrivant au lycée, en fait. Avant, c'était le brouillon, quoi. Et à partir de là, j'ai commencé à vraiment grandir et me construire ce qui je suis aujourd'hui. Et les plus vieux amis que j'ai, c'est des amis que je me suis fait à cette époque-là, pas avant. Les gens d'avant, j'ai complètement coupé les ponts avec eux, complètement perdu contact, bien avant même de faire mon coming out. Voilà, en gros, ma jeunesse. Hein. Et donc, ma petite particularité, ma petite originalité, c'est que donc je suis une femme trans. Ça veut dire que j'ai été assignée garçon à la naissance. Quand je suis née, voilà, les médecins, ils ont vu, ils ont dit, il y a un pénis, c'est un garçon. Il se trouve que c'est pas le cas. Et en fait, j'ai commencé à remettre ces choses-là en question quand j'étais ado, quand j'étais au collège. Quand la puberté a commencé à arriver et que je voyais mon corps changer un peu radicalement, parce que j'ai une puberté assez violente en plus. Et ouais, ça me plaisait pas, et en même temps, je voyais les filles autour de moi qui changeaient, et j'étais comme jalouse. Je me disais, mais pourquoi elles ont ça et pas moi? Et moi, je veux ça aussi, et je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Au fil des années, j'ai fait des recherches, j'ai compris... Toutes les personnes trans, je pense, passent un moment par la recherche Google « Comment changer de sexe ?» ou quelque chose du même acabit. Et voilà, j'ai découvert que les personnes trans existaient, en fait, à ce moment-là, parce que j'en avais aucune idée. Et j'ai été beaucoup dans le déni, j'ai eu une poussée de croissance énorme dans mon adolescence. Je fais 1m85, je chausse du 47, j'ai des épaules vraiment larges. Et en fait, assez vite, je me suis dit, c'est foutu, en fait, je vais jamais ressembler à une vraie femme, je mets des gros guillemets, donc je le ferai jamais. Et c'était toujours un truc qui restait dans un coin de mon esprit au fil des ans, et à chaque fois que j'y pensais, j'étais triste, je me disais, mais j'aurais quand même voulu, et j'aurais voulu être une fille, et machin, et cette espèce de regret, en fait, et cette phrase, j'aurais voulu être une fille qui revenait tout le temps. Et en fait, j'ai mis 10 ans à assumer ça, et à me dire, ok, t'as pas à regretter, t'as pas à juste te morfondre. Tu peux être une femme, en fait. Tu as le droit d'être une femme. Et tu peux t'y autoriser, entre guillemets. C'est pas assez bizarre. Parce que c'est pas non plus vraiment une décision, mais en fait, il y a un soir où vraiment j'ai compris que c'était pas que je regrettais de pas être une femme, c'est que j'en étais une, mais que j'avais pas le droit de l'être, entre guillemets. Je m'autorisais pas à l'être. Et à partir de là, donc j'ai fait mon coming out et je me suis outé socialement, j'ai retravaillé mon look, j'ai trouvé un prénom, j'ai fait plein de choses. Ensuite, j'ai commencé une transition médicale, ça fait 1 an, un peu plus d'1 an, un peu moins d'1 an et demi, ça fait 1 an et 3 mois environ que je suis sous hormones. Voilà, je suis en train de faire des papiers administratifs, de changer les trucs administratifs, j'ai obtenu mon changement de prénom, je suis en train de refaire du coup toutes mes cartes, tous mes trucs d'identité. Donc voilà, ça se passe bien, et aujourd'hui je suis heureuse, je suis épanouie, je suis plus heureuse que je l'ai jamais été, et je me rends bien compte que c'était la bonne décision à prendre en fait, que de l'assumer et de faire mon coming out et de me dire, voilà, t'es une femme. Et ouais, aujourd'hui je me sens bien. Je me sens belle, je me sens heureuse et je suis contente.
Il faut distinguer l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou romantique, l'expression de genre et les organes génitaux. L'identité de genre d'une personne est le genre auquel une personne s'identifie. C'est une construction sociale et les organes génitaux ne le définissent pas. Pour autant, ce n'est pas quelque chose que l'on contrôle ou que l'on choisit. C'est un sentiment profond, une conscience interne. L'identité de genre peut être différente du genre assigné à la naissance. C'est le cas pour les personnes transgenres ou en accord avec le genre assigné à la naissance. C'est le cas pour les personnes cisgenres. On peut s'identifier à un genre, plus d'un genre, à aucun ou à un troisième genre. On peut par exemple être homme, femme, non-binaire, agenre, demi-genre, etc. Ce genre peut varier en fonction du temps, du contexte et de l'environnement, ou pas, et la transidentité n'est pas un genre. L'orientation sexuelle définit nos attirances sexuelles, en gros, vers quel genre on est sexuellement attiré ou pas. Je vais vous donner quelques exemples, mais sachez qu'il en existe bien plus que ça. Hétérosexuel, c'est une personne attirée sexuellement, exclusivement par le genre dit opposé. Homosexuel, c'est une personne attirée sexuellement par le même genre qu'elle. Bisexuel, c'est une personne attirée sexuellement par plusieurs genres, 2 ou plus, ou une personne attirée par le même genre qu'elle et d'autres genres. Pansexuel, c'est une personne attirée sexuellement par tous les genres, ou une personne attirée sexuellement indépendamment du genre. Asexuel, c'est une personne attirée sexuellement par aucun des genres, ou une personne qui ne ressent aucune attirance sexuelle. On peut aussi être polysexuel, demisexuel, graysexuel, etc. Certaines personnes n'ont besoin que d'un seul mot pour expliquer leur orientation, d'autres ont besoin d'être plus précises, et les deux sont légitimes. L'orientation romantique définit nos attirances romantiques, vers quel genre on est romantiquement attiré ou pas. On peut être hétéro-romantique, homo-romantique, biromantique, panromantique, aromantique, polyamoureux, demi-romantique, etc. L'expression de genre est la manière dont une personne exprime son genre en utilisant divers codes sociaux et corporels, vêtements, attitudes, langage, etc. Tout le monde a une expression de genre. On peut l'exprimer de manière féminine, de manière masculine, ou quelque part au milieu ou à l'extérieur du genre binaire, c'est-à-dire homme-femme. L'expression de genre peut également varier selon le contexte social et n'est pas nécessairement en corrélation avec l'identité de genre. Les organes génitaux ou sexuels sont un ensemble d'organes anatomiques pouvant avoir des fonctions de procréation, de miction ou et de plaisir. Les organes génitaux ou sexuels, comme tous les organes, n'ont pas de genre, mais un nom et une fonction. Ils doivent donc être nommés pour ce qu'ils sont. On peut donc naître avec ou sans pénis, avec un pénis trop petit ou tordu selon la norme, avec ou sans utérus, avec 2 ovaires ou un seul, ou sans bourse ou avec une uniquement, avec un clitoris dit trop grand, avec un pénis et un vagin, sans pénis ni vagin, etc. Il existe une diversité et ces organes ne déterminent en rien l'identité de genre. À tout ça, on peut également ajouter les hormones, soit le fait qu'un organisme produise des taux plus importants de testostérone ou d'œstrogène, ou encore la génétique, le fait qu'un individu possède dans son ADN une paire de chromosomes XY ou XX ou une autre combinaison encore. Je terminerai par ceci. La nature n'a pas de principe, ce sont les êtres humains qui les formulent à partir de leur propre observation. Du coup, la première question, Aline, est-ce que tu veux des enfants ? Alors ouais, j'aimerais bien des enfants. Mes désirs d'enfant s'étendent à 1 voire 2 enfants maximum. Mais ouais, j'aimerais bien des enfants. Parce que j'aimerais bien transmettre des choses en fait. Je veux transmettre des valeurs et des connaissances. Et je pense que c'est un peu l'ultime moyen de transmission. De faire un enfant et de lui transmettre directement les choses. Maintenant, je pense qu'il y a une partie de moi aussi qui est un peu normée. Qui dit un peu c'est dans l'ordre naturel des choses, il faut avoir des enfants. Voilà. Parce qu'en soi, je pourrais devenir prof aussi, pour transmettre des choses. Prof de quoi, c'est une autre question. Je pense aussi qu'il y a un côté un peu revanche sur la société, en vrai. Déjà de dire, je peux être un bon parent, moi, femme trans. Et aussi, il y a tellement de gens mal éduqués, odieux, discriminants. J'ai juste envie d'amener dans ce monde-là quelqu'un qui n'est pas comme ça. Quelqu'un qui est tolérant, en tout cas j'espère en faire quelqu'un de tolérant, ou l'amener à être quelqu'un de tolérant. Même si c'est pas moi qui décidera si mon enfant est tolérant ou pas. Mais je pense déjà, tu pars avec un bon bagage quand t'as 2 mamans, dont une trans, t'as moins de chances de faire de la discrimination quand même. Quand des personnes marginalisées
sont à l'origine de ton éducation et t'apportent de l'amour et tout, ben forcément tu les considères comme normales. Et j'ai envie d'amener dans ce monde quelque chose de plus positif. Et je serais très fier d'y contribuer, en fait. C'est surtout ça. Et donc voilà, si je peux avoir des enfants, ouais, j'aimerais bien. Ouais. Est-ce que tu as un premier souvenir de ton envie d'enfant ? C'est un peu compliqué parce qu'en fait, j'ai passé des années à détester les enfants. Et vraiment, ça fait pas longtemps que j'ai un peu fait la paix avec ça. Je suis toujours un peu mal à l'aise avec les enfants parce qu'il y a beaucoup de choses où je sais pas comment réagir. Mais je me rends compte aussi que depuis que mes deux sœurs ont eu des enfants, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ces enfants-là parce que ils font partie de la famille en fait. Ils me connaissent, je les connais et il y a vraiment un rapport qui est différent avec les enfants que j'avais rencontrés avant dans ma vie. Et je suis plus apaisé avec eux. Du coup, c'est depuis ça en fait, depuis la naissance de ma première nièce et quand elle a commencé à grandir et où je me suis dit, ouais, je me verrais bien en fait dans ce rôle-là. Je me verrais bien avoir un enfant et en prendre soin et ces choses-là. Mais sinon, non, c'est vrai que c'est assez récent. Le vrai désir d'enfant, il est récent. Comment la question de la parentalité a été abordée avec tes parents et tes proches, si elle a été abordée, cette question ? Étonnamment, elle a été assez peu abordée. En tout cas, la question de ma propre parentalité potentielle. Je pense que ma famille, et c'est au-delà de mes parents, mais mes sœurs aussi, me voient beaucoup encore comme un enfant en fait. Parce que je suis la dernière de la fratrie et je pense que ça joue un peu. Du coup, on a assez peu parlé de parentalité, mais par exemple, à chaque fois que j'ai eu quelqu'un dans ma vie, c'était vu d'un mauvais œil. Parce que, oui, tu devrais plutôt te concentrer sur les études ou la recherche d'emploi, ou enfin, ce genre de choses. Toujours l'air de dire, t'as pas le temps pour ça, en fait. Et je sais pas trop ce que ça traduit, je sais pas trop ce qui se passe dans leur tête. Mais du coup, je me dis, si c'est effectivement ce que je pense, à savoir, ils me voient comme un enfant et ça leur fait bizarre que j'ai une vie amoureuse, peut-être, dans l'extension de ça, ça leur ferait bizarre que j'ai des enfants et qu'ils me voient pas comme un parent. C'est un peu la seule réponse que j'ai à apporter à ça parce que c'est pas un sujet qui est abordé et encore moins depuis mon coming out parce que je pense qu'ils considèrent encore moins que je puisse être parent maintenant. Mais ouais, c'est un peu étrange. Et moi, c'est un sujet que j'ose pas forcément aborder avec eux, ça fait partie des sujets... ouais, je préfère pas trop m'y aventurer, parce qu'on sait jamais ce qu'on peut y trouver. Ça veut dire qu'ils vont jamais te dire, ou tu vas jamais entendre, quand est-ce que tu nous fais un enfant ? Je l'ai jamais entendu, et ouais, il est possible que je l'entende jamais. Il est possible que même qu'ils aient une réaction pas ouf quand je leur dirai si un jour j'ai un enfant, ou que j'attends un enfant, ou que j'adopte un enfant, que au moment où je leur annonce, il y a moyen qu'ils aient pas une super réaction. Je sais pas. Ouais, donc du coup, ça va avec la question suivante, c'est est-ce qu'il y a des personnes qui ont essayé ou qui essayent de s'approprier ton corps et ton désir d'enfant depuis ton coming out, de la même manière qu'on peut le faire avec des femmes cisgenres ? C'est surtout utilisé pour me faire du mal, à vrai dire. C'est utilisé par des personnes qui cherchent à me nuire, mais genre ouvertement. Dans mes vagues de harcèlement, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à me rappeler que je ne peux pas faire d'enfant. Parce que mon traitement, il me rend stérile, et les potentielles opérations que je veux faire vont me rendre encore plus stérile. Donc même si tu ne prévois pas de faire toi-même des enfants, le fait que la porte se ferme et qu'on te dise tu ne peux plus en faire, ça fait très mal. C'est très violent. Et quand j'ai pris conscience que mon corps était stérile, ça a été très dur à encaisser. Même si je savais que ça allait arriver, même si je savais dans quoi je m'engageais quand j'ai commencé mon traitement, ça m'a fait un choc. Du coup, quand aujourd'hui des gens arrivent pour me dire « tu ne seras jamais mère, tu ne pourras jamais faire d'enfant », ça fait mal. Ça fait très mal. Du coup, c'est pas forcément dans la même mesure qu'une femme cis, parce que moi, on m'incite pas à faire des enfants. Moi, on me rappelle que je peux pas. Et donc, il y a beaucoup ça. Et après, il y a aussi des gens qui donnent des conseils qui sont pas très sollicités. On me conseille d'aller à l'étranger, garder mes gamètes, ce genre de choses, alors que c'est pas ce que je veux faire. Mais voilà, les gens... pour le coup, là, c'est comme pour les femmes cis, les gens n'écoutent pas nos désirs et ce qu'on cherche à faire, ce qu'on veut faire. Et ils pensent qu'ils savent mieux que nous, toujours. Donc voilà. Mais du coup, non, personne n'essaie de m'inciter à faire des enfants. Au contraire, moi je suis une bête étrange, faut pas que je me reproduise. Hein.
Et l'État français, la loi ne cesse de nous le rappeler. Je veux dire, jusqu'à il y a quelques années, jusqu'en 2016, il me semble, j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que jusqu'en 2016, pour changer de mention de sexe à l'état civil légalement, il fallait être stérilisé définitivement, à savoir avoir subi une opération génitale de stérilisation. C'est plus le cas aujourd'hui, mais 2016, c'était bien pas si longtemps, hein. Et aujourd'hui, voilà, il y a la loi sur la PMA pour toutes, et les femmes trans sont exclues de cette loi. On n'oublie pas qu'on ne nous laisse pas disposer de nos corps, en fait. On n'a pas le droit d'utiliser nos gamètes même si on les garde. Enfin, c'est terrible. Du coup, non, on nous incite plus à ne pas nous reproduire. Ça va? Ouais. Non, mais je trouve ça horrible en fait. Ah, moi aussi. C'est juste que force, tu te blindes. Hein. Du coup, je connais un peu une partie de la réponse et en plus, tu l'as un peu dit en présentation. Mais est-ce que tu as pris un traitement hormonal? Est-ce que tu veux bien en parler? Donc ouais, ça fait un peu plus d'1 an que je prends un traitement hormonal. J'ai commencé avec un anti-androgène qui s'appelle l'Androcur, qui est un poison qu'il ne faut surtout pas prendre. On va encore dire que je fais de la désinformation et que je dramatise les choses, mais moi ça a failli me tuer. Et des œstrogènes en gel. J'ai pris ça pendant 3 mois, après j'ai arrêté l'Androcur parce que ma santé avait beaucoup décliné. En janvier l'année dernière, je ne dormais plus, je faisais des crises de manque hormonal. C'est comme une crise de manque vis-à-vis de la drogue, c'est-à-dire que tu trembles, tu n'arrives pas à avoir les idées claires, tu transpires, enfin vraiment c'est des choses assez agressives. Et à la différence du manque de drogue, c'est que comme ton corps fonctionne avec les hormones, la crise ne s'arrête pas en fait, elle est en continu. Le truc c'est que j'avais plus de testostérone dans le corps, mais en contrepartie j'avais un tout petit peu d'oestrogène, mais vraiment pas assez. Pas assez pour fonctionner en tout cas. Et du coup le corps il encaisse très très mal. Déjà les gros changements hormonaux c'est violent, mais alors si t'en as plus c'est terrible. Et j'ai passé 1 mois dans cet état-là. Donc j'ai arrêté ce truc-là, j'ai continué un peu avec que des oestrogènes. Et ensuite je suis passé à oestrogène plus progestérone. Et j'ai été sous-dosé pendant longtemps. Et depuis l'été dernier, j'ai été redosé. Donc maintenant je suis à un dosage qui me convient, qui va bien. Depuis que j'ai commencé la progestérone, j'ai les seins qui ont beaucoup poussé. C'est vraiment ça qui a déclenché la pousse chez moi. Et voilà, et aujourd'hui je me sens bien, mon traitement il fonctionne bien, et mon corps il a beaucoup changé, et je suis très contente des changements qu'il y a eu. Voilà, sachant que c'est un traitement qui se prend à vie, parce que on produit des hormones toute sa vie. Et les changements s'étalent sur environ 2 à 3 ans, comme une puberté en fait, sous une deuxième puberté. Et voilà. Et est-ce que tu as ressenti des changements vis-à-vis de ton désir d'enfant qui auraient pu être provoqués par ce traitement? C'est une bonne question parce que effectivement, en fait c'est plus depuis que je suis out, j'ai plus envie d'avoir des enfants parce que je me projette plus. Jusqu'à récemment, j'étais en dépression et j'arrivais pas à me projeter plus d'1 mois dans le futur en gros. Et ça fait pas longtemps que j'arrive à me voir dans 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans. Je m'imagine vieille. Et du coup, en fait, je me projette plus dans l'idée d'être parent, et c'est plus qu'une envie abstraite maintenant, c'est plus quelque chose que j'aimerais bien avoir dans mon avenir. Je l'intègre quand je me projette. Je pense que c'est lié à plusieurs choses, en fait. C'est lié d'une part au fait que j'aille mieux dans ma tête, en termes de dépression. Avec mon âge aussi, je pense. Parce que j'arrive à un âge où il y a ton corps qui te dit un peu « fais des enfants ». Et d'ailleurs, ça va rentrer sur le 3e truc, mais le traitement hormonal, voilà, je prends de la progestérone. La progestérone, c'est ce qui développe ce qui tourne autour de l'utérus, le cycle utérin, tout ça. Et donc, la libido et aussi le désir d'enfant. Le truc où ton cerveau te dit c'est l'horloge biologique, il est temps de faire des gosses. Ça, je pense que je l'ai un peu maintenant. Alors peut-être c'est psychosomatique, j'en sais rien. Mais il y a moyen que ça ait été un peu déclenché par ça aussi. Donc je pense que c'est un peu une combinaison de plusieurs choses qui font que maintenant, ouais, j'en ai plus envie qu'il y a 2 ans. Du coup, pour toi, ça serait quoi une vie avec enfant? Quand je me projette dans ça, je me projette avec ma copine. Pas forcément on est ensemble, on en parle, mais juste dans mes projections, elle est là. On est donc 2 mamans.
dont une trans. Et en général, je pars vers les idées que comment on va être perçu par le reste du monde, en fait, en tant que parents qui sont toutes les deux des femmes. C'est souvent dans la confrontation, c'est souvent dans la défense de nos enfants, en fait. Parce que j'ai aussi conscience, je veux les enfants, et j'ai aussi conscience que du fait que l'une de leurs mamans, ce sera moi, et l'autre sera aussi une maman, ça va leur causer des ennuis. Je sais que le monde va pas être marrant avec eux, à ce sujet. Et je m'imagine juste défendre mes gosses, en fait, devant d'autres gens intolérants, quoi. Et leur apprendre à se défendre s'ils subissent ça. Si on leur dit que avoir deux mamans, c'est pas normal, que l'une de leurs mamans, c'est en fait leur papa, ce genre de choses. Parce que je sais qu'ils y seront confrontés. Donc je me projette déjà dans les aspects douloureux de cette éventuelle parentalité. Après, j'imagine aussi des moments heureux, juste des moments de vie, en fait. On s'imagine des moments de vie et on espère, en tout cas moi, j'espère, j'imagine qu'elle aussi, mais j'espère être un bon parent, en fait. Juste, quand je vois ma sœur aujourd'hui, ma deuxième sœur, elle a son premier enfant qui a 6 mois, presque 6 mois, et qu'elle galère parce que ma mère et notre grande sœur lui donnent des conseils, et en même temps la pédiatre lui donne des trucs inverses, et qu'elle panique parce qu'elle ne sait pas quelle est la bonne réponse, et je me reconnais beaucoup là-dedans, et je sais que je vais avoir le même genre de problème, je vais pas savoir quoi faire dans certaines situations, et ça fait aussi partie de la vie de parent, d'apprendre à se démerder sur certains trucs. Ouais, j'ai envie de vivre ces petites aventures qui vont te rapprocher de ton enfant, qui vont toi aussi te faire grandir. Parce qu'au final, je parlais de transmettre des choses à mon enfant, mais c'est super cliché, mais tes enfants, forcément, ils t'apprennent des choses aussi, quoi. Tu peux pas, ça va pas que dans un sens. J'ai grandi dans une famille où c'est très hiérarchisé, le rapport parent-enfant. Et mes parents, et particulièrement mon père, considèrent qu'ils n'ont rien à apprendre de leurs enfants, parce qu'ils savent mieux. Et je veux surtout pas aller vers ça. Donc je veux activement faire comprendre à mes enfants qu'ils peuvent m'apprendre des choses. Et c'est ça, en fait. C'est ça pour tout rapport humain, pour tout rapport social entre deux personnes. C'est que c'est un échange, et les connaissances et les affects vont dans les deux sens, et je trouve ça beau. Et quand en plus tu as un lien aussi fort qu'un lien parental, c'est d'autant plus fort les choses que tu peux apprendre. Et je trouve ça dommage de se fermer cette porte. Et du coup, moi, j'ai envie d'avoir cette porte grande ouverte et de me faire apprendre plein de choses par mes gosses. Si gosse il y a. Et une vie sans enfant, ça serait quoi ? Une vie sans enfant, ce serait pas si différent de ma vie de maintenant, à vrai dire, parce que, en vrai, moi, quand je me projette, c'est toujours avec ma copine, parce que je suis très très amoureuse et que j'ai envie que ça dure pour toujours. Petite dédicace, Zoé, si tu nous écoutes, bisous bisous, je t'aime. Et du coup, actuellement, la seule chose qui nous manque, c'est d'habiter ensemble, en fait. Parce qu'elle habite un peu loin. Mais voilà, quand on habitera ensemble, globalement, ce sera du coup une vie avec la femme que j'aime. Et c'est déjà beaucoup, quoi. Parce que j'oublie pas qu'elle m'a apporté énormément de bonheur et d'amour. Et je me suis jamais sentie aussi heureuse que depuis que je suis avec elle. Et ouais, elle m'a apporté énormément. Et c'est très très important pour moi d'être avec elle, en fait. Et voilà. Donc la vie sans enfant, moi j'ai envie d'enfant. Pour elle, c'est moins arrêté, on va dire. Elle est un peu plus jeune que moi, donc elle y pense moins aussi. Elle a un âge où elle se projette pas vers ça. Et elle a eu beaucoup de pression, en fait, quand elle était trop jeune, sur le fait de faire des enfants. Du coup, c'est un sujet qui est un peu compliqué pour elle. Du coup, on ne sait pas, en fait, si on va avoir des enfants un jour ou pas. Mais j'estime que si un jour elle vient me voir et qu'elle me dit « Aline, je ne veux pas d'enfant », je vais pas lui en imposer, parce que je considère que c'est plus violent de se faire imposer des enfants quand on veut pas que de te faire imposer de ne pas avoir d'enfants quand on veut. Moi, je peux très bien faire ma vie sans enfant. Voilà, je veux pas lui en imposer. Et du moment que je suis à ses côtés, moi, je serai heureuse. Donc, une vie sans enfant, je préférerais une vie avec, mais une vie sans, ce sera déjà formidable, en vrai. Si je suis à ses côtés. Est-ce que tu ressens le besoin de laisser une trace sur Terre, un héritage ? Je pense qu'on a tous envie de laisser une trace sur Terre. La trace que je vais laisser sur Terre, ça va être par mes actions, en fait. Pas par des personnes qui vont être mes enfants. Ça va être par mon travail, par les gens que j'aurai potentiellement marqués, les gens qui m'auront connu, et voilà.
Ça me gêne toujours en fait quand j'entends les gens qui font des enfants pour laisser une trace, parce que je trouve ça assez égoïste comme façon de penser. Maintenant, c'est mon point de vue, hein, je cherche pas à insulter les gens qui le perçoivent comme ça, mais moi je me positionne pas du tout vers ça, et je pense que mes parents ils étaient un peu dans cette optique-là, avec leurs enfants par exemple. Et le fait que je ne corresponde pas à leurs attentes, c'est ça qui les emmerde. Et je veux pas de ça en fait. Je veux pas poser des attentes sur un enfant qui n'a rien demandé, qui n'est pas encore fini d'être construit, pour ensuite être déçu par cet enfant et projeter ses déceptions sur elle ou lui et lui faire du mal. Donc non, je cherche pas à laisser une trace via mon enfant. Je veux lui transmettre des choses, mais c'est pour lui, c'est pas pour moi. Et après, il en fera ce qu'il veut, hein, s'il veut assimiler ses valeurs et ses idées ou pas, ça le regarde. Mais ouais, je veux pas trop me projeter sur l'enfant en fait, parce que c'est pas ma poupée, c'est une personne à part entière dès le début, et j'ai pas à décider pour lui. Enfin, évidemment, t'as une époque un âge où tu décides pour ton enfant parce que tu peux pas prendre des décisions, mais je veux pas lui imposer des choix de vie ou des choses qui pourraient lui faire du mal, comme moi ça m'est arrivé en fait. Si j'ai fait mon coming out à 24 ans, c'est parce que j'ai grandi dans un monde où les personnes trans n'existaient pas en fait, parce qu'on m'en avait jamais parlé, parce que je savais pas que c'était possible, je savais pas ce à quoi je pouvais avoir accès, et si ça avait été le cas, peut-être j'aurais fait mon coming out beaucoup plus tôt et j'aurais pu faire ma transition plus jeune et mieux la vivre. Et ça, c'est un de mes gros regrets en fait. Et je veux pas que mes enfants aient des regrets à cause de moi. Est-ce que la parentalité est un sujet dont vous discutez entre personnes trans ? Moi, j'en ai pas trop parlé avec d'autres personnes trans. Après, je vois beaucoup de discours politisés sur le sujet de la part de personnes trans en parlant de la PMA, parce que c'est un sujet qui est très actuel. Mais j'ai jamais parlé de désir d'enfant avec d'autres personnes trans. Après, je pense aussi que c'est dû au fait que les personnes trans que je connais, à part quelques exceptions, sont relativement jeunes. Et beaucoup se posent pas encore la question. Même moi, en vrai, à mon âge, ça me paraît bizarre. Et les gens autour de moi qui commencent à parler d'enfants, même les personnes cis, ça me fait bizarre. Du coup, j'en parle pas trop autour de moi. Et après, les exceptions dont je parlais, ça va être des personnes qui soit ont passé 30 ans, soit qui ont déjà des enfants. Donc la question est très différente pour elles. Parce que faire une transition quand t'as un enfant, c'est encore tout un sujet qui est assez particulier. Donc non, c'est pas vraiment un sujet qu'on aborde beaucoup. En tout cas, pas moi. Mais peut-être il y en a qui en parlent plus que moi ou que les gens autour de moi. Je sais pas trop. Est-ce que c'est un sujet dont tu aimerais parler plus ou pas ? En vrai, oui, et en même temps, assez vite, on en revient au discours politisé de l'accès au droit à la parentalité. Et c'est pas forcément ce sujet-là dont j'ai envie de parler. Tu vois, j'ai plus envie de parler de ce qu'on fait là, en fait, du désir d'enfant, de comment on s'imagine avec des enfants, ce genre de choses, des choses plus légères en fait, des conversations un peu plus légères, un peu plus agréables aussi parce que moins désespérées. Mais j'ai un peu l'impression, en tout cas dans les cercles que moi je fréquente, que ça n'arrivera pas. Les gens sont très politisés et c'est une bonne chose, hein, mais ça fait que y a des sujets qu'ils n'arrivent pas à aborder de manière légère justement, de manière plus détendue, plus naturel. Je sais pas trop comment formuler ça, mais quand je parle de parentalité, j'ai pas envie de me lancer dans un débat ou dans une défense de mes droits en fait. Juste, j'ai envie de parler de parentalité, de ce que ça représente pour moi, de ce que ça peut représenter pour mon interlocuteur, et c'est tout. Du coup, on va passer à la question... La question la question coquine. Pardon, je suis fan de Jean-Luc Reichmann, c'est faux. Et là, en fait, ça va être la question La question politique. Du coup, comment est-ce que tu aimerais procéder pour faire un ou des enfants ? Et est-ce que tu peux me parler des procédures qui existent ? Alors, moi, dans mon cas, en fait, les solutions sont pas très nombreuses. Parce qu'il est trop tard pour moi pour donner mes gamètes. Parce que je suis stérile. Théoriquement, je pourrais, mais ça implique d'arrêter mes hormones et de prendre de la testostérone pour en gros revivifier mes sécrétions. J'ai pas très envie de prendre de la testostérone, hein. Sachant qu'en plus, le don de gamètes, ça impliquerait aussi que ma copine veuille faire des enfants. Et je sais qu'elle a pas envie de le faire par voie naturelle, pour diverses raisons qui la regardent. Elle ne veut pas être enceinte et accoucher d'un enfant.
Donc de toute façon, ça impliquerait une mère porteuse et en France on peut pas. Et c'est vraiment beaucoup de galère. Donc il y a ça, mais du coup l'option est rayée. Bah, les voies naturelles, pareil, c'est plus possible. Hein. Et il me reste du coup l'adoption. Sachant qu'en plus, voilà, c'est l'adoption, le couple c'est une meuf plus une autre meuf qui en plus est trans. Donc en plus c'est un couple lesbien, ça rajoute une difficulté. Et en gros, il y a une espèce de flou où, en théorie, c'est pas illégal. Dans les textes de loi, il n'y a rien qui l'interdit. Mais dans les faits, officieusement, il y a peu de chances qu'on ait le droit, qu'on nous laisse, en fait, adopter. Déjà en tant que couple de femmes, et en plus, en tant que femme trans, moi. Et j'ai pas envie d'adopter avant d'avoir changé mon état civil, parce que je veux pas être, ne serait-ce qu'une seconde, le père de mon enfant. Même si c'est que aux yeux de la loi, enfin, je ne veux pas. Parce que sur son état civil, je serai son père légalement, et jamais de la vie. Et puis ça impliquerait de le faire vite, parce que j'ai commencé les démarches pour changer la mention de sexe sur mon état civil. Alors, quelle solution s'offre à nous ? Ma copine, elle peut adopter en tant que mère célibataire, éventuellement, si on n'est pas marié à cette époque. Dans ce cas, je ne serais pas légalement le parent de l'enfant. Donc, je peux postuler à l'adoption, maintenant, c'est pas dit que j'y arrive, quoi. Donc voilà. J'en suis là. Ma seule option, et elle est très fragile, on va dire. Et je sais pas si elle va... Déjà, je sais même pas si ce droit va rester. Parce que, voilà, hein, les droits, ça peut sauter aussi. Et en plus, même en l'état, il y a peu de chances que je puisse adopter un enfant. Donc voilà. Si un jour on dit on veut des enfants, ça va être compliqué. C'est aussi un des trucs qui fait que si un jour elle me dit qu'elle en veut pas, je vais pas insister parce que je sais quelle galère ce serait. C'est un truc qui m'aide en fait à accepter que peut-être j'en aurai jamais. Mais ouais, c'est déprimant un peu. Ça fait mal. En fait c'est ça, c'est qu'à partir du moment où t'es trans, tu deviens un peu une sous-personne aux yeux de la loi. J'ai plusieurs fois eu cette impression dans ma transition. J'ai eu ça quand j'ai fait ma demande de changement de prénom et maintenant quand je fais la demande de changement de sexe à l'état civil. On me demande des témoignages de mes proches qui attestent bien que oui, je suis une femme, parce que leur parole a plus de valeur que la mienne. Ouais, il y a quelques petits trucs comme ça où tu te dis « Ah, je vaux peut-être moins que d'autres personnes ». Et le pire, c'est que tu vaux légalement moins que d'autres personnes. Il y a plein de trucs comme ça, en fait, où t'es mis un peu au banc de la société. Alors après, évidemment, il y a des situations pires que celle-là. Hein. Je vais pas me lamenter sur mon sort ou quoi, mais c'est vrai que t'as des moments où t'as l'impression que même ton pays, l'État qui te représente ou quoi, ne veut pas de toi et préférerait que tu sois pas là. Et ouais, c'est violent à encaisser. Donc ouais, mon option c'est l'adoption et même moi j'y crois moyen. Le fait d'avoir des enfants pour une femme a été, et l'est toujours encore un peu, perçu comme révélateur de son identité de femme. Pour toi, est-ce que le fait de ne pas pouvoir enfanter pour le moment, ça ne fait pas de toi une vraie femme ? Alors, déjà, en vrai, ça fait un petit moment maintenant qu'il y a des médecins qui sont en train de mettre au point des greffes d'utérus pour des femmes trans. C'est pas encore au point, mais c'est en train de se faire. Donc théoriquement, bientôt, on pourra avoir des femmes trans enceintes. Alors elles pourront pas accoucher par voie basse, il faudra faire des césariennes, mais en théorie, ça va bientôt pouvoir se faire. Maintenant, moi jamais de la vie je fais ça. Hein. J'ai un peu une phobie de la grossesse, ça me fait peur, les personnes enceintes, j'ai toujours peur qu'il y ait un accident, un truc, c'est trop fragile, j'ai peur. Mais bref, je considère pas que le fait de pas pouvoir faire d'enfant fait de moi moins une femme, mais par contre quand on me le dit, par exemple quand on me dit tu ne seras jamais mère, tu pourras jamais faire d'enfant, ça me blesse quand même. Parce que, mine de rien, tu entends tellement dire que c'est un peu ancré dans ta tête quand même. Même si consciemment tu te dis non, c'est faux, inconsciemment, il y a ton cerveau qui dit ah, t'es moins une femme si tu peux pas faire d'enfant. Parce que déconstruire des années et des années de patriarcat bien gravées dans ta tête, c'est compliqué hein, pour tout le monde. Donc voilà, après, non, je pense pas que ça fasse moins une femme de moi, parce que il y a plein de choses qui, dans ce cas, feraient de moi moins une femme. Hein. Je veux dire, j'ai toujours un pénis, j'ai une grosse voix, je suis 47, j'ai des épaules énormes.
c'est un élément parmi d'autres, et il y a tellement de femmes déjà qui sont des femmes cis, qui peuvent pas avoir d'enfants pour plein de raisons différentes, que juste je m'inscris à côté d'elles en fait. Et elles sont pas moins des femmes, et moi non plus. Et certes, quand t'es cis, on remet pas ta féminité en question en fait. Moins en tout cas que quand t'es trans. Parce que personne n'a jamais dit que t'étais un mec avant, quoi. Donc oui, la question, le complexe de je suis pas vraiment une femme, il arrive à un moment, ouais. Mais il faut aussi garder à l'esprit voilà, qu'il y a plein de personnes qui sont des femmes et qui peuvent pas avoir d'enfants. Ou qui veulent pas. Qui veulent pas, exactement, oui. J'ai même pas pensé, mais oui, qui veulent pas. Et c'est pas moins des femmes. Et du coup, toi en tant que meuf trans, tu dois garder à l'esprit que t'es pas moins une femme si tu ne veux ou peux pas avoir d'enfants. Ça change rien à ta féminité, et faut garder à l'esprit, parce que sinon tu peux pas avancer, quoi. Tu restes ancré dans ton truc de je pense que je suis une femme mais je suis pas légitime, je vais me laisser pousser la barbe, je vais me couper les cheveux et faire comme si ça n'existait pas. Et oui, c'est ce que j'ai fait pendant des années. C'est intéressant parce que du coup, entre les personnes qui veulent pas d'enfants et du coup on leur dit c'est pas des vraies femmes parce qu'elles veulent pas d'enfants, entre celles qui peuvent pas et pareil on leur dit que c'est pas une vraie femme parce qu'elles peuvent pas, entre les personnes trans qui peuvent pas encore ou peuvent pas ou veulent pas et qu'on leur dit pareil que c'est pas des femmes, enfin tu vois, et du coup genre je trouve que cette question là c'est quand même un point de jonction entre genre c'est un des points où on peut toutes se retrouver en disant bah si en fait. Ouais, c'est si. Ça. En fait, à partir du moment où tu essentialises la féminité sur des aspects biologiques, tu t'es trompé en fait. Parce que la féminité comme la masculinité, c'est des trucs sociaux. Les genres, c'est des construits sociaux et ça veut pas dire que ça n'existe pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent construction sociale égale ça n'existe pas, c'est faux. Hein. Mais juste, c'est quelque chose qui vient pas de ta biologie. Et tu peux être une femme et avoir un pénis, tu peux être une femme et naître sans utérus, tu peux être une femme et ne pas vouloir d'enfant, ça ne change rien en fait. Parce que ta féminité, elle vient pas de là, elle vient pas de ça. Et en même temps, c'est facile de dire ça et qu'après, quand on te demande qu'est-ce que c'est pour toi la féminité et que t'es incapable de répondre, parce qu'au final, c'est un truc social à mi-chemin entre les stéréotypes de genre et l'essentialisme. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vraie bonne réponse à cette question de qu'est-ce que c'est qu'une femme. Mais il y a des choses que je sais que ça n'est pas. Et ça n'est pas des organes génitaux, ça n'est pas un désir d'enfant, ça n'est pas une possibilité d'avoir des enfants. C'est quelque chose de plus flou que ça. Et heureusement que c'est flou en fait, parce que ça permet de ne pas exclure énormément de personnes qui ne rentreraient pas dans des cases très précises, qui ont été établies il y a plusieurs dizaines d'années par sans doute des mecs blancs et hétéros et cis et valides et riches qui voulaient dire sa féminité c'est ça, faut que vous soyez comme ça les femmes. Mais c'est vrai que oui, ça ramène beaucoup de gens, beaucoup de types de femmes les unes vers les autres au final. Et d'ailleurs, c'est aussi pas parce que je veux des enfants que je suis une femme. aussi. Bien que l'on invoque souvent l'unité des femmes comme une évidence pour construire une solidarité d'identité, la distinction entre le sexe et le genre introduit un clivage au cœur du sujet féministe. Cette distinction, qui visait d'abord à réfuter l'idée de la biologie comme destin, permet de soutenir que le genre est culturellement construit indépendamment de l'irréductibilité biologique qui semble attachée au sexe. C'est pourquoi le genre n'est ni la conséquence directe du sexe, ni aussi fixe que ce dernier ne le paraît. Une telle distinction, qui admet que le genre est une interprétation plurielle du sexe, contient déjà en elle-même la possibilité de contester l'unité du sujet. Si le genre renvoie aux significations culturelles que prend le sexe du corps, on ne peut alors plus dire qu'un genre découle d'un sexe d'une manière et d'une seule. En poussant la distinction sexe-genre jusqu'au bout, on s'aperçoit qu'elle implique une discontinuité radicale entre le sexe du corps et les genres culturellement construits. Admettons pour l'instant la stabilité des deux sexes. On ne peut pas en déduire que la construction des hommes porte exclusivement sur des corps masculins, ni que les corps féminins se traduisent en femmes. De plus, même si la morphologie et la constitution des corps paraissent confirmer l'existence de deux et seulement deux sexes, ce qu'on viendra à questionner plus tard,
rien ne nous autorise à penser que les genres devraient aussi s'en tenir au nombre de 2. Supposer que le genre est un système binaire revient toujours à admettre le rapport mimétique entre le genre et le sexe, où le genre est le parfait reflet du sexe, que le sexe en constitue du moins la limite. Lorsqu'on théorise le genre comme une construction qui n'a rien à voir avec le sexe, le genre devient lui-même un artefact affranchi du biologique, ce qui implique que homme et masculin pourraient tout aussi bien désigner un corps féminin qu'un corps masculin, et femme et féminin un corps masculin ou féminin. Ce clivage radical, au cœur du sujet genré, soulève encore toute une série de questions. Pouvons-nous faire référence à un sexe donné ou à un genre donné sans d'abord nous demander comment, par quels moyens le sexe et ou le genre est donné? Et au fond, qu'est-ce que le sexe? Est-il naturel, anatomique, chromosomique ou hormonal? Et comment faire pour analyser d'un point de vue féministe les discours scientifiques qui entendent nous le prouver, faits à l'appui? Trouble dans le genre, le féminisme et la subversion de l'identité, de Judith Butler. Par rapport au sujet de la parentalité, de ton vécu ou de ton histoire, qu'est-ce qui te met le plus en colère et qu'est-ce qui te rend le plus heureuse? Pour moi, les parents devraient arrêter de considérer leurs enfants comme des poupées vivantes. On n'est pas là pour satisfaire les désirs de nos parents, et nos enfants ne sont pas là pour satisfaire nos désirs. C'est des personnes à part entière, les enfants. J'ai vu un truc il n'y a pas très longtemps, sur Twitter justement, où quelqu'un disait je parlais d'enfants et j'ai utilisé le terme de personne. J'ai dit oui, ces personnes-là et tout. Et après, il s'est avéré que je parlais d'enfants. Et les gens étaient surpris. Et c'est assez révélateur, en fait, de se dire que les enfants ne sont pas des personnes à part entière aux yeux de la majorité des gens. Alors que si, en fait. Et ouais, je pense que c'est un truc à combattre, en fait. Parce que y a trop de parents qui imposent énormément de choses à leurs enfants et qui leur font du mal comme ça. Je veux dire, on voit souvent cet exemple-là, mais si un jour ton enfant te fait son coming out gay, bi, trans, et que t'es déçu, que tu lui en veux et que tu exclus ton enfant, peut-être c'est pas la bonne solution, peut-être tu as projeté trop de choses sur ton enfant, je sais pas. Si un jour mon enfant me dit qu'il est trans, par exemple, je me dis, qu'est-ce que je fais? Enfin, faut accompagner ton enfant, faut lui apporter quelque chose de positif là-dedans, parce que tu sais que c'est compliqué. Surtout, moi je l'ai vécu, c'est compliqué, et si tes parents peuvent être un soutien, c'est quand même vachement bien. Je souhaite à personne de se laisser abandonner après ce genre de choses, et ça c'est un exemple parmi d'autres, mais ça peut être plein d'autres choses, hein. Et c'est juste que je pense qu'il faut arrêter d'avoir des attentes très précises sur les enfants, alors qu'eux-mêmes ne savent pas vers quoi ils vont, parce que nos enfants, c'est ni nos marionnettes, ni des clones de nous. C'est, comme j'ai dit, c'est des personnes à part entière. Et ça me met vraiment en colère, en fait, quand je vois ça. Quand je vois des parents qui formatent leurs enfants, ou qui cherchent à les faire rentrer dans un moule. Même il y a des choses qu'ils n'envisageront jamais parce qu'ils ne savent même pas que ça existe, parce qu'on leur a caché. Et c'est aussi quelque chose que j'ai vécu parce que je ne savais pas que les personnes trans existaient. Quand j'ai fait mon coming out à mes parents, on n'avait littéralement jamais parlé de ce sujet-là et je ne savais pas ce qu'ils en pensaient. Je savais pas s'ils étaient transphobes ou pas, mes parents, en fait. Donc je me suis vraiment jeté dans le vide. Dans ma lettre de coming out, je dis je sais même pas ce que vous pensez des personnes trans. Je leur dis que je m'attends à ce qu'ils me foutent à la rue. Hein. C'est chaud que ton gosse, il en arrive à te dire j'ai peur de toi, j'ai peur de ce que tu peux me faire. C'est grave, c'est hyper grave. Et ouais, ça me fait peur parce qu'il y a tellement de gens qui éduquent leurs enfants dans cette optique de crainte de leurs parents. Encore une fois, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de leçons à donner sur comment être un bon parent, mais il y a sûrement mieux à faire, quoi. Et après, dans les bonnes choses, honnêtement, moi, c'est pas trop dans mon expérience, mais j'ai un pote qui élève sa fille, qui en parle, de comment il élève sa fille. Et honnêtement, c'est le père dont tout le monde rêverait, en fait. Il est merveilleux et je suis super ému parce que quand je vois ça, je me dis j'aurais aimé avoir un père comme lui. Ou un parent, même ne serait-ce qu'un parent comme lui. Parce que c'est hyper positif ce qu'il transmet à sa fille. Et tu vois, justement, je disais, c'est venu plus récemment le désir d'enfant et le désir de transmission. Je pense que lui, il y a contribué, ce mec-là. Parce que c'est en le voyant que je me suis dit, j'ai envie d'être ce genre de parent, en fait, pour des enfants. Parce que c'est beau ce qu'il fait. Et voilà. Ah, je suis maquillée.
T'inquiète, j'ai du mascara si tu veux. Pour nos chers auditeurs, je suis en train de pleurer. Tout va bien, je suis ému. Voilà. C'est ma réponse à cette question. Tu vois, il y avait des choses à dire. Ouais. Ça va. Du coup, je vais passer à un truc plus cool. Est-ce que tu es amoureuse et comment est-ce que tu abordes la question de la parentalité avec ton ou ta partenaire amoureuse? J'ai bien aimé comment a été formulée cette question. Je me suis dit, ok, il y a toutes les possibilités, c'est cool. Alors oui, du coup, je suis amoureuse. Je suis très amoureuse. Ça fait 6 mois que je suis avec ma copine. On s'est rencontrés sur Twitter. Donc comme quoi, l'amour peut naître sur un champ de bataille. Et on file le parfait amour. Honnêtement, c'est une relation extrêmement agréable. C'est une relation qui est déjà très saine, en fait. Ça fait beaucoup de bien. On parle de beaucoup de choses. On est très ouverte sur les sujets dont on parle, donc c'est très appréciable. On est très à l'écoute l'une de l'autre. Je me lance grave des fleurs. Mais en vrai, je lui lance des fleurs aussi à elle. Ouais, c'est vraiment une relation qui se passe bien, qui fait du bien. Et du coup, le désir d'enfant, c'est un sujet un peu particulier entre nous. Quand on parle de ça, soit on est un peu en mode baby fever, on est genre « ce serait trop mignon si on avait des enfants, on ferait tel truc et tout ». Ou alors on en parle un peu plus sérieusement, justement. Et dans ce cas, elle est dans une optique où elle se pose pas encore la question. C'est pas qu'elle n'est pas décidée, c'est juste qu'elle estime que c'est trop tôt pour qu'elle y réfléchisse. Elle est plutôt du côté pas d'enfant, même si c'est pas arrêté, on va dire. Elle sait que moi j'en ai envie. Elle m'empêche pas d'en parler. Et ouais, comme je disais, si un jour elle me dit définitivement c'est non, ça ira. Parce que je serai quand même avec elle et je serai quand même heureuse sans enfant. Parce qu'au final, oui, j'ai envie d'avoir des enfants, mais c'est peut-être pas l'objectif numéro 1 dans ma vie, en fait. Je veux d'abord m'épanouir moi en tant que personne avant d'épanouir quelqu'un d'autre. Et j'ai déjà beaucoup à faire, ne serait-ce que dans cette relation amoureuse, justement, qui m'apporte énormément de bonheur et ça demande beaucoup d'attention parce que pour prendre soin d'une personne, il faut y consacrer du temps et de l'énergie. Et c'est l'énergie que je suis heureuse de lui consacrer. Mais du coup, si il se trouve qu'on n'a pas d'enfant, tout l'amour que j'emmagasine, je lui donnerai à elle plutôt que le diviser avec elle et un enfant. Et c'est pas grave. Et à toi? Et à moi, mais ça va, j'arrive enfin à m'apprécier. Ça a été une longue épreuve, ça aussi. Mais en vrai, c'est beaucoup grâce à elle. C'est vraiment parce que je me vois belle dans son regard que je me trouve belle. Je m'apprécie grâce à son regard à elle, en fait. Et ça me fait beaucoup de bien parce que je reviens de loin. Alors, je vais dire un truc très violent, mais il y a moins d'1 an maintenant, j'ai fait une tentative de suicide. J'allais très mal. J'allais vraiment très mal et je l'ai rencontrée pas longtemps après, en fait. Et c'est elle qui m'a tiré de cette dépression. Et du coup, je lui en suis éternellement reconnaissante, en fait. Je pensais pas un jour rencontrer quelqu'un qui me procurerait autant de bonheur et autant d'amour. Et c'est cool. Et du coup, peut-être on en aura des enfants, peut-être on n'aura pas d'enfants. Peut-être peut-être elle n'en aura pas envie et on n'en aura pas. Peut-être elle en aura envie mais on ne pourra pas parce que l'adoption. Et au final, on verra bien ce qui se passera, mais on avisera et on vivra notre vie de toute façon et on sera heureux ensemble. On sera au moins nous deux. Les 3 dernières questions. Bon, ça pareil, en fait, les 3 dernières questions, c'est toujours les mêmes à toutes les personnes. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais faites différemment? C'est toujours une question que je trouve un peu délicate. Est-ce que tu referais les choses, machin. Parce qu'au final, même les erreurs que j'ai commises, et il y en a beaucoup, elles ont contribué à construire la personne que je suis aujourd'hui. Parce que je me suis reconstruite après ces erreurs-là. Parce qu'il y en a eu des très graves, hein. Il y a eu des choses très très violentes qui se sont passées. Mais non, je pense que je changerais rien parce que je ne serais pas qui je suis aujourd'hui et peut-être j'irais beaucoup moins bien. Peut-être je serais encore dans le déni et je ne serais pas out et peut-être je serais heureuse en tant que mec, hein, je sais pas, au final. Mais il se trouve que ma vie, elle ressemble à ce à quoi elle ressemble à ce qu'elle est et c'est comme ça et je l'accepte. Comme j'ai dit, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, parfois c'est des grosses erreurs, mais c'est des grosses leçons. Et je suis contente de là où j'en suis, je suis contente de mon parcours, je suis fière de moi, je suis fière de qui je suis fière de ce que j'ai fait, je suis fière de ce que je fais maintenant aussi.
Et je continuerai à me battre pour être heureuse et pour être fière de moi au maximum, parce que c'est important, je pense. Donc non, je changerai rien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent ? Manger des pommes. Je sais pas. C'est une question, en vrai, quand je l'ai lu, je savais pas quoi dire. Vous avez le droit de vouloir des enfants, vous avez le droit de pas vouloir d'enfants. C'est votre décision, ça regarde que vous. Et éventuellement, vos partenaires qui seront impliqués dans l'aventure avoir des enfants ou avoir pas d'enfants. Revendiquez-le et vous laissez pas marcher dessus par des gens qui veulent vous imposer leur vision de ce que devraient être vos désirs. Parce que c'est vous qui comptez, en fait, dans votre vie. Et c'est à vous de prendre ces décisions-là, à personne d'autre. Et battez-vous pour ça. Ça, t'as trouvé vite. Tu l'avais écrit ? Non, c'était total impro. Aline est en impro. Et enfin, dernière question. Enfin, toi et moi, on sait que c'est pas la dernière, mais Aline, est-ce que tu es épanouie ? Bah à fond. Je me sens trop bien aujourd'hui. Bon, en vrai, je serais plus épanouie si je trouvais un taf. Mais je suis heureuse en tant que femme, je suis fière de ce que je suis devenue, je suis fière de ma relation amoureuse, je suis fière de mes relations amicales. Je pense que je me suis plutôt bien démerdée dans la vie au final. J'ai dit ça comme si j'étais vieille. Mais jusque-là, en tout cas, je pense que je me suis plutôt bien débrouillée avec la main que j'avais à la base. J'espère continuer sur cette lancée-là parce que ça fait quelques mois que vraiment j'arrive à retourner tout dans ma vie pour aller bien. Et c'est cool. Je me pose beaucoup moins de questions qu'avant, en fait. Je suis beaucoup plus apaisé, je suis beaucoup moins dans le doute sur plein de choses. Et en même temps, paradoxalement, je fais beaucoup plus de remises en question aussi. Parce que je me dis, ok, t'as cru pendant 24 ans que t'étais un mec, en fait pas. Peut-être tes convictions les plus profondes, elles sont fausses, on sait jamais. Et c'est cool parce que j'ai appris aussi à réfléchir à ce que je dis. Du coup, je dis plus grand-chose, j'écoute beaucoup. Je suis quelqu'un qui écoute énormément, en même temps c'est mon métier. Et c'est pour ça, si vous regardez mon compte Twitter, il y a un an et demi, j'étais hyper vénère, je gueulais sur tout le monde tout le temps. Maintenant, je dis pas grand-chose, à part des bêtises. Mais en termes politiques, je dis pas grand-chose. Je relais beaucoup. Mais j'absorbe ce qui vient, je vois ce qui se dit, je m'imprègne, je me fais ma propre idée, et voilà. Mais du coup, je suis fier de ça aussi, parce que la remise en question, c'est quelque chose de difficile. Et même quand t'en fais beaucoup, c'est toujours difficile. Parce que t'as toujours un moment où t'es piqué, en fait. T'as toujours un moment où on te remet en question et on te dit là, ce truc-là de ta vie, c'est de la merde. Et ça fait chier, tu vois, ça fait mal. Et en même temps, tu dis ouais, mais c'est vrai. Et il faut que tu les remettes en doute, il faut que tu les remettes en question, parce que sinon t'avances pas, tu progresses pas. Et je suis fier d'arriver à le faire, la plupart du temps en tout cas. Mais c'est difficile, c'est toujours difficile, ça n'arrête jamais d'être difficile, la remise en question. Et la déconstruction qui va avec. Mais voilà. Donc ouais, je suis épanoui aujourd'hui, je suis contente de ce que je fais, de ce que je suis. Et j'espère que je vais pouvoir continuer à être encore plus fier de moi à l'avenir. Je pense que j'ai tout dit. J'ai dit beaucoup plus de choses que je pensais. Beaucoup de choses que je pensais pas dire, des choses que j'ai comprises en parlant. Donc c'est cool. Une petite séance de psychanalyse. Ouais, c'est pour moi, c'est gratuit. C'était Môme, de Laura Bois. Si l'épisode t'a plu, tu peux soutenir le podcast en me mettant 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts, iTunes ou Echo pour lui donner de la visibilité, en parler autour de toi ou faire un don, même petit, via ma page Tipeee. Mille merci à Aline d'avoir accepté de partager ton histoire, pour ta confiance et ton temps. Et merci à Laura du podcast Le Thé Féministe, sans qui cette rencontre n'aurait peut-être pas eu lieu. Il reste donc un épisode pour la saison 1, et cet épisode sera un peu spécial pour moi, mais aussi pour toi, car peut-être dans un format un peu différent. N'hésite pas à me contacter si tu as envie de partager ton histoire. Tu peux me retrouver sur Instagram @mom_podcast et trouver plus d'informations sur le site mompodcast.fr. À bientôt! Et toi, t'en veux des mômes ?